Chapitre 1. Boue, hydromel et malchance. Avant les torches, avant les flammes, avant les statues dramatiquement inexactes, il t'appelait cette fille bruyante qui a donné un coup de pied à la charrette de chèvre. Bienvenue dans les premières années de Boudica, pomme, née dans les broussailles boueuses de la Britannia ancienne, où les moutons sont plus nombreux que les gens et l'économie locale repose sur le troc et des menaces légères. Vous entrez dans le monde pendant un orage et une dispute tribale sur la question de savoir si les navets fermentés comptent comme petit déjeuner. Ta mère hurle, ton père s'évanouit. Le druide local te saupoudre de mousse sur la tête et déclare « Celui-ci va poser problème ». Il n'a pas tort. Vous grandissez dans un village où les règles sont flexibles, les cheveux sont indomptés, et tout le monde a une opinion sur ce qui compte, comme un arbre sacré. Tes journées sont passées à lutter avec des porcelets, à éviter les flèches imprécises des enfants en entraînement, et à perfectionner ton rictus. La tribu t'adore, ou du moins, ils craignent votre capacité à faire obéir un poulet d'un regard. Ton meilleur ami est une chèvre nommée Clovis, qui partage ton sens de la rébellion et ton goût pour les gâteaux au miel volé. Ton pire ennemi est Fergus, le garçon du village qui t'a un jour traité de tête de boue et s'est réveillé pour découvrir que toutes ses tuniques étaient teintes en rose avec du jus de betterave. Votre éducation est éclectique. Vous apprenez comment lancer une lance et ou insulter. Les 47 usages de la mousse, dont seulement 12 sont médicaux. Comment invoquer le courage, les esprits et, occasionnellement, un écureuil. Votre grand-mère, Mathilda la légèrement dérangée, vous enseigne la sagesse ancienne de votre peuple, dont la plupart des enseignements impliquent de crier au vent et de ramasser des dents. Elle insiste aussi sur le fait que les carottes peuvent ressentir la douleur et chanter à ses armes. Tu deviens une légende locale avant d'atteindre la puberté. À 13 ans, tu bats un collecteur d'impôts romain à la course. Il a trébuché sur sa propre dignité. À 15 ans, tu frappes un barde pour t'avoir traité de tapageur. À 16 ans, tu faillis épouser un arbre lors d'un rituel mal interprété. La vie est chaotique, bruyante et étrangement collante, juste comme tu aimes. Puis vient la prophétie. Le druide, celui qui t'a saupoudré de mousse quand tu étais bébé, apparaît au festival de la mi-été, à moitié ivre de baies fermentées et criant « Une reine aux cheveux roux se lèvera. Elle brûlera des villes, et peut-être inventer de nouveaux jurons, et peut-être inventer de nouveaux jurons. » Évidemment, tout le monde suppose qu'il parle de quelqu'un d'autre. Naturellement, tout le monde suppose qu'il parle de quelqu'un d'autre, sauf la chèvre, le temps passe. Tu deviens plus grand, plus bruyant, et meilleur pour lancer des objets tranchants. Rome se rapproche de plus en plus, construisant des routes, des villes et un sentiment de droit acquis. Leurs soldats se pavanent, leurs bains se multiplient, leurs tuniques sont suspectement propres. Votre tribu grogne, les anciens soupirent, les druides fredonnent de manière sinistre. Mais vous, tu commences à planifier. Tu pratiques des discours devant Clovis, tu mènes des raids fictifs contre des meules de foin. Vous apprenez le latin, non pas pour le comprendre, mais pour insulter les Romains dans leur propre langue. Et puis, un jour, tu le rencontres. Prasutagus. L'homme, le mythe. Les sourcils. Roi, des Iténies, porteur de capes en fourrure, possesseur d'une seule expression, légèrement inquiet. Il est calme, tranquille, et on dirait qu'il pourrait négocier la paix avec un orage. Naturellement, vous tombez sous son charme. Votre cour est rapide et pleine de malentendus. Vous confondez sa proposition de mariage avec une alliance tactique. Il pense que ton chant de bataille est une chanson de mariage.
Le village célèbre quand même. Tu deviens reine. Il n'y a pas de couronne, juste une chaise légèrement moins boueuse et le droit de crier en premier aux réunions du conseil. Mais même en vous adaptant à la vie royale, organiser des festins, feindre de s'intéresser au rendement des céréales, survivre à la diplomatie romaine, quelque chose en vous démange. Pas des puces, rébellion. Vous regardez alors que Rome exige plus d'impôts, plus d'obéissance, plus de statuts d'empereurs qui n'ont jamais mis les pieds sur votre terre. Tu bouillonnes, puis tu laisses mijoter, puis tu bouilles à nouveau, cette fois avec une rage supplémentaire et un mouvement de cheveux dramatique. Mais pour l'instant, tu joues le jeu, tu souris, tu hoches la tête, tu retiens le feu dans ta gorge, parce que les tempêtes ont besoin de temps. Et la prophétie du druide, elle attend toujours, tout comme toi. Chapitre 2. La reine enchaîne. Votre mariage n'est pas l'affaire romantique que l'on trouve dans les contes bardiques. Il n'y a pas de rose, pas de sonnet, et certainement personne nommé Fabio. Au lieu de cela, il y a un druide légèrement ivre qui tente de vous marier, vous et Prasutagus, en utilisant un crâne de chèvre, un feu qui s'éteint sans cesse, et un chant qui ressemble étrangement à quelque chose qu'il invente sur le moment. Prasutagus, ton futur mari et stratège de guerre occasionnelle et accidentelle, n'est pas un homme de beaucoup de mots, mais il compense par des mouvements de sourcils. Il est le roi des Icénies, ce qui signifie qu'il possède une maison ronde, légèrement plus grande que celle des autres, et qu'il a la priorité sur le ragoût communal. Il est intelligent, prudent, et a perfectionné l'art du grognement diplomatique. Vous, en revanche, avez perfectionné l'art de lancer des regards noirs. Ensemble, vous êtes ce que les historiens appelleraient un jour un couple de pouvoir légèrement enfumé. Le mariage change les choses, pas votre attitude, bien sûr. Tu es toujours le même tourbillon de sarcasme, maniant la lance et esquivant les chèvres. Mais maintenant, tu as des responsabilités, comme la diplomatie et les festins, et hocher poliment la tête aux fonctionnaires romains qui sentent le vin, l'arrogance et les poils de jambes fraîchement épilés. Rome, voyez-vous, s'est immiscée dans tout. Après une rébellion passée, pas la vôtre encore, Prasutagus a conclu un accord avec l'Empire. Les Icénies deviendraient un royaume client, ce qui est le terme romain pour « nous vous possédons, mais faisons semblant d'être amis ». Tout cela est très civilisé, jusqu'à ce que vous réalisiez que civilisé signifie des impôts, des recensements et des bureaucrates qui prononcent votre nom comme s'ils mâchaient une cuillère. Vous jouez le rôle de reine, tu portes de la laine importée, vous buvez du vin qui a le goût de regret fermenté. Vous assistez à des négociations où les Romains vous expliquent votre propre culture, à haute voix et lentement. Vous souriez à travers des dents serrées. Vous organisez des dîners où vous fantasmez d'empaler les invités sur des javelots décoratifs. C'est, en un mot, épuisant. Un gouverneur particulièrement huileux vous offre un miroir en bronze poli. Vous le fixez et vous vous demandez s'il est trop tôt pour commencer à jeter des choses. Tu le remercies avec un sourire si aiguisé qu'il pourrait trancher du fromage. La diplomatie est une guerre au ralenti. Et tu es très bon dans ce domaine. Malgré la corde raide, les choses semblent presque gérables. Vous avez 2 filles, sauvages, brillantes, et totalement désintéressées par le fait de se comporter. Elles montent comme le tonnerre, argumentent comme des philosophes, et ont même convaincu un ambassadeur romain que les grenouilles étaient sacrées. Vous n'élevez pas des princesses. Vous élevez des incarnations futures du chaos, mais ensuite, comme c'est souvent le cas dans les histoires de femmes,
qui fixent trop intensément les empires. La tragédie arrive. Prasutagus tombe malade. Cela commence par une toux, puis une boiterie, puis le genre de mal mystérieux que les médecins romains traitent avec des sangsues, des chants et des suppositions hasardeuses. Il s'affaiblit lentement, s'effaçant comme une tapisserie laissée au soleil. Il sait ce qui arrive aux tribus lorsque les rois meurent sans plan. Rome n'envoie pas de condoléances. Rome envoie des chaînes. Alors, il écrit un testament, la moitié à Rome, la moitié pour vous et vos filles. C'est un compromis, une offrande de paix, une échappatoire légale, enveloppée d'optimisme. Il pense que c'est astucieux. Rome trouvera ça hilarant. Le jour où il meurt, le vent tourne, l'air sans le faire et les mauvaises décisions. Tu pleures, Maya, à la manière de ton peuple, en silence, entouré de feu, tenant tes filles près de toi. Tu places son torque sur l'autel, dis son nom aux étoiles et attends. Rome n'attend pas longtemps. Il n'arrive pas avec des prières, mais avec des rouleaux, pas avec des cadeaux, mais avec des soldats, pas avec respect, mais avec suffisance. Un administrateur romain, particulièrement détestable, appelons-le Publius Smugface, déroule un document et déclare que Rome, étant le seigneur bienveillant qu'elle est, a décidé d'ignorer le testament. Tout ça, la terre, les armes, les trésors, même le trône, propriété de l'Empire désormais. Vous répondez avec une indignation soigneusement mesurée. Ils répondent en envoyant des soldats chez vous, pas une armée, juste assez pour faire passer le message. Ils arrachent vos bannières, ils saisissent vos chevaux, et puis, devant ta tribu, ils te battent. Ils battent la reine des Assénies comme une vulgaire voleuse, te dépouiller, te rabaisser. Vos filles, non, nous n'en parlerons pas ici. Certaines choses que même la satire devrait chuchoter. Ils appellent ça de la discipline, ils appellent ça l'ordre. Tu l'appelles le début de la fin. Les anciens prêchent la patience. Les druides disent d'attendre, mais toi, tu n'es pas fait pour attendre. Tu es une tempête avec une lance et deux filles qui te regardent maintenant non pas avec peur, mais avec fureur. Tu t'agenouilles dans la poussière, non pas en signe de reddition, mais en silence. Autour de vous, votre peuple s'agenouille aussi. Un empire pense t'avoir écrasé. Tout ce qu'il a fait, c'est comprimer quelque chose qui brûle maintenant plus intensément qu'avant. Tu ne cries pas. Tu fais un serment. Tu te relèves des cendres de la honte, non pas en reine, mais en jugement. Et quelque part au loin, Rome bâille, s'étire, et n'a absolument aucune idée de ce qui arrive. Chapitre 3. Le serment dans les cendres. Cela commence par le silence, le genre de silence qui est plus fort que des cris, plus épais que la fumée, plus lourd que la honte. Vous êtes assis sur la terre froide, vos filles, à vos côtés, votre peuple autour de vous, à genoux, oui, mais pas courbés. Rome pense t'avoir brisé, Rome est adorable. Tu n'es pas brisé, tu es en fermentation, comme du vieux hydromel, laissé dans une tente trop chaude. Quelque chose bout sous ta peau, quelque chose d'amer, de brûlant, et destiné à exploser au visage de quelqu'un. Vous vous levez, vos filles se lèvent, votre peuple se lève. Et l'Empire, confortablement allongé dans son bain, de marbre de suffisance, n'a aucune idée qu'une tempête se réveille au nord. Vous commencez par des murmures, vous visitez d'autres tribus, vous n'offrez ni or, ni promesses, juste une question. Vous en avez assez? Vous n'offrez ni or, ni promesses, juste une question. Vous en avez assez? La réponse, invariablement, est « oh, absolument ». La réponse, invariablement, est « oh, absolument ». Les Trinovantes, encore amères à cause d'un gouverneur romain qui a interdit leur festival sacré du fromage, les Cornovi, dont l'étang sacré
a été transformé en décharge de sauce de poisson. Même les silures, qui n'aiment généralement personne, acceptent de se joindre à nous tant qu'ils peuvent amener leurs chèvres de guerre. Votre coalition grandit. Vous n'êtes plus une reine. Vous êtes une force de la nature sous forme humaine, avec une armée composée de fermiers, de bergers, de rancuniers, et d'un homme qui insiste pour se battre avec une poêle, pour l'effet dramatique. Des armes sont forgées, surtout, certains sont réaffectés. Vous avez maintenant un arsenal qui comprend fourche, épée rouillée, une fronde propulsée par un blaireau très en colère, et un char conduit par une femme borgne nommée Hilda, qui crie de la poésie guerrière. Vous pratiquez des cris de guerre. Vos filles conçoivent des bannières, avec des oies de guerre terrifiantes. Le moral est au plus haut. La discipline est quelque part, en dessous. Ivre-mort, à côté d'un tonneau de cidre. Et toi, tu te prépares, tu t'entraînes, tu répètes des discours, tu fixes le feu comme une femme sur le point de renverser un continent. Puis les druides arrivent, ils apportent des présages, un corbeau volant à l'envers, un mouton avec 2 queues et un homme qui éternue et met un arbre en feu. Tous les signes indiquent « Oui, fais-le, s'il te plaît, mets le feu aux cheveux de Rome. » Le dernier présage est le vôtre. Vous vous voyez dans un rêve, enveloppé de flammes, riant. Alors tu déclares la guerre, mais pas seulement la guerre. Guerre théâtrale. Vous marchez sur Camulodunum, la petite colonie brillante et suffisante de Rome. L'endroit est rempli de villas, de statues et de gens qui disent « barbare », comme s'il s'agissait d'un vin de collection. Vous n'arrivez pas avec subtilité, mais avec des chars, de la peinture de guerre et une chorale de cris. Rome n'est pas prête. Les défenses de la ville, risibles, une demi-muraille, 2 gardes endormis, et une statue de l'empereur, Claude si grande qu'elle devient la première victime officielle de ta colère. Tu mets le feu à tout. Les forums, les villas, les temples. Vous laissez un bâtiment intact, les latrines publiques, laissez-les réfléchir à leurs échecs dans la seule structure qu'ils comprennent. Votre armée acclame. Vous grimpez les marches en ruine de la villa du gouverneur. Levez une lance et criez votre message. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la comptabilité, c'est en retard. Vous chevauchez depuis Camulodunum, non pas en tant que rebelle, mais comme un feu de forêt en mouvement. Tu pars de Camulodunum non pas en rebelle, mais comme un feu de forêt en mouvement. Derrière toi, les cendres tombent comme la neige devant. Londinium attend. Et Rome, enfin, commence à s'en apercevoir, ce qui est charmant, parce qu'au moment où ils commencent à écrire des lettres, vous êtes déjà à mi-chemin de leur porche, avec des tambours de guerre, des javelots enflammés, et aucune intention de vous arrêter. Chapitre 4. Fumée sur Londinium, Londinium, le joyau romain de la Bretagne, une ville de pierre et de suffisance, pleine de toges, de taxes et de thé, qui n'est en fait pas du thé, mais une déception tiède. Rome a construit Londinium de la manière dont Rome construit tout, avec des lignes droites, une grande importance personnelle et étrangement peu de toilettes publiques. C'est leur centre commercial, leur cerveau administratif et leur capitale officieuse des raisons pour lesquelles les habitants nous détestent. Et maintenant, c'est sur votre chemin. Tu approches avec le tonnerre. Pas du tonnerre littéral, mais le son de milliers de pieds, de sabots, de roues de char, de cris de guerre, et au moins un gars jouant d'un corps de guerre, fait à partir du tibia d'un mouton. Votre armée est plus grande que jamais. Après Camulodunum, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, principalement parce que, eh bien, un véritable incendie était impliqué. Les tribus affluent vers vous, hommes, femmes, enfants, et tout un coven de sorcières
qui prétendent pouvoir maudire la constipation. Les druides parlent en rime maintenant. L'un d'eux ne communique que par des énigmes et des éternuements interprétatifs. Vous chevauchez à l'avant avec vos filles, visage peint, cheveux en désordre, yeux pleins de détermination, et probablement un peu de paillettes des créateurs de bannières, trop enthousiastes. Un éclaireur revient en galopant. Les Romains évacuent. Les Romains évacuent. Tu clignes des yeux. Évacuer. Évacuer. Il fuit. Il fuit. Suétone a emmené l'armée vers le nord. Et le gouverneur? Parti. La ville est sans défense. Il y a une pause. Puis tu ris. Londanium, dans toute sa gloire romaine, est vide de soldats. Ce n'est pas une bataille, c'est un buffet. Vous arrivez aux portes. Pas de résistance, pas de flèches, juste un seul marchand confus tenant une caisse d'olives et se demandant si aujourd'hui est un de ces festivals. Vous ne le brûlez pas immédiatement. Non, d'abord tu le pilles. Vos guerriers envahissent les rues comme des enfants dans un marché rempli d'objets fragiles. Vous confisquez des armes, de l'or, des rouleaux, des meubles, des statues, du vin, et un pont extrêmement agressif du jardin du gouverneur. Les rouleaux vont aux druides, ils les listent pendant environ 2 minutes, puis les utilisent pour allumer un feu cérémoniel et rôtir des saucisses d'apparence suspectement romaine. La statue de Claude est de nouveau ciblée. Cette fois, votre armée lui lance des chaussures pendant 30 minutes d'affilée, avant de le renverser dans une fontaine publique qui prend soudainement feu. Vos filles montent des chars dans les rues, réenactant votre discours de Camulodunum avec un flair dramatique. La foule adore ça. Quelqu'un commence à composer un poème épique en temps réel. C'est terrible, mais sincère. Puis tu allumes l'allumette, pas une allumette au sens propre, bien sûr. Ceux-là n'ont pas encore été inventés. Mais l'allumette métaphorique, une lance enflammée lancée directement dans le bâtiment du Sénat. Londinium brûle, pas poliment, pas symboliquement, il fait rage, la pierre se fissure. Les toits s'effondrent, les statues se fondent en flaques de chagrin de l'Empire. Vous vous tenez sur le toit d'une villa et criez « C'est pour mes filles, c'est pour mes filles !» Quelqu'un crie en retour « Et la taxe sur le fromage, et la taxe sur le fromage !» La nuit brille de vengeance, ça sent la bureaucratie rôtie. Vous ne détruisez pas simplement Londinium, tu l'effaces. Chaque livre de compte, romain, chaque plaque, chaque inscription de marbre suffisant, disparue. Vous réécrivez l'histoire, une flamme à la fois. Au matin, ce n'est que cendre, le soleil se lève sur votre armée endormie dans les ruines, les enfants rôtissent des racines sur les anciennes villas, les chèvres de guerre portent des couronnes de lauriers. Un homme s'est autoproclamé maire des décombres. Et vous, tu regardes déjà vers l'ouest, parce que Verulamium est toujours debout, et il y a encore plus de flammes à venir. Chapitre 5. Les cendres de Verulamium. Si Londinium était un buffet, Verulamium est un banquet de revanche en 3 services, avec une indignation extra épicée. Vous ne marchez pas, vous glissez sur des chars, ornés de dépouilles, entourés de guerriers ivres de victoire et modérément cohérents sur le plan tactique. Certains chantent, certains se disputent pour savoir qui a pillé le meilleur gobelet. Un homme monte à cheval à l'envers en criant des phrases motivantes en vers rimés. Vos filles ont pris l'habitude de porter des casques romains comme des trophées. Elles tintinent dramatiquement lorsqu'elles hochantent la tête. C'est à la fois intimidant et profondément gênant pour la vision périphérique. Devant se trouve Verulamium, une autre ville romanisée, un autre avant-poste de la civilisation, un autre tas de bâtiments destinés à une critique enflammée. Mais quelque chose est différent. Vous le ressentez,
dans la façon dont votre armée rit un peu trop fort, dans la manière dont les provisions sont comptées en légumes racines et en pensées vaines, dans le fait que l'un de vos druides a commencé à se désigner comme l'oracle enflammé et ne parle qu'en énigmes sur les navets. La discipline est en train de se relâcher. La victoire, il s'avère, est une terrible influence. Pourtant, vous rassemblez les troupes, vous leur rappelez pourquoi ils se battent, l'honneur, la vengeance, la justice et le principe général qu'aucun empire ne devrait jamais imposer de taxes sur la collecte de mousse. Vous atteignez Verulamium. À l'aube, la ville est calme, trop calme. Piège, piège, chuchote ta fille, tu hausses les épaules. Si c'est le cas, c'est impoli. Les portes sont ouvertes, les rues sont bordées d'amphores abandonnées. La seule chose qui vous regarde entrer est un pigeon avec une posture étrangement bonne. Alors, naturellement, tu le pilles, encore. Verulamium est plus riche que Londinium Peor, tissu, huile d'olive, tellement d'huile d'olive, un soldat glisse sur une flaque et déclare « Nous devons en faire une arme, vos druides dansent, tes guerriers acclament. » Quelqu'un peint une fresque de vous tenant une épée enflammée, une chèvre de guerre, et ce qui pourrait être la tête tranchée d'un collecteur d'impôts, ou peut-être un melon mal formé, c'est difficile à dire. Puis tu le brûles, et ça brûle bien. Si bien en fait que cela déclenche une réaction en chaîne. Les forêts voisines prennent feu. Les robes de druides prennent feu. L'un de vos chars dévale la pente en flammes et renverse un grenier entier qui prend également feu. Votre armée célèbre. Quelqu'un invente un nouveau chant de guerre, et pourtant, quelque chose te ronge. La victoire est trop facile, le silence des Romains est trop profond. Et vos lignes d'approvisionnement comprennent maintenant 127 caisses de cuillères ornementales, 8 harpes et un lama que vous n'aviez certainement pas au départ. Vous rassemblez votre conseil, fille, druide, oncle fou et une chèvre avec des droits de vote. Où est Suétone? Vous demandez. Personne ne sait. L'oracle enflammé marmonne quelque chose à propos de le vent du nord rassemblant des dents. Vous décidez de faire le point. L'armée est énorme, glorieux, légèrement ivre, mais glorieux. Le moral est chaud, la stratégie est absente. Et quelque part, là-bas, Rome attend. Vous réalisez trop tard que vous êtes devenu ce que vous méprisiez autrefois, trop confiant, gonflé, distrait par des couverts décoratifs. Vous traversez les ruines fumantes de Verulamium, essayant de ne pas avoir l'air de réfléchir trop intensément. Vous rassemblez vos filles. Nous montons vers le nord, dis-tu, pour combattre, non penser, et ensuite pour mieux se battre. Ils hochent la tête, les casques s'entrechoquent, de l'armée suit, à contre-cœur. Ils émettent Verulamium, il y avait du vin, et personne n'a crié, à propos de l'espacement des formations. Mais tu sais, Suétone planifie, Rome se regroupe. Et le prochain feu ne sera pas celui que tu allumes. Ce sera une bataille dont tu devras sortir vivant. Chapitre 6. La bataille des biscuits d'orge. Le brouillard matinal s'installe comme un fantôme ennuyé, avec une anxiété de performance. Votre armée campe dans une vallée qui sent vaguement la mousse, le fromage brûlé et l'excès de confiance héroïque. Les druides sont étrangement silencieux, toujours un mauvais signe, et l'un d'eux pique une fourmilière avec un fémur, la qualifiant de métaphore de l'excès impérial. Vous ne marchez plus. Tu flânes. Ce qui a commencé comme une rébellion, juste s'est transformé en un cirque itinérant de feu, de poils de chèvre et de butins excédentaires. Une unité a transformé son char de guerre en boulangerie mobile. Un autre insiste pour dire qu'ils sont maintenant le cœur de la vengeance, et ne marcheront que s'ils peuvent chanter des harmonies à 5 voix. Vous soupçonnez que les Romains
sont à proximité, ne serait-ce que parce que les oiseaux ont cessé de chanter et que le vent sent le latin et l'agressivité passive. Vous partez en éclaireur. Ce que vous trouvez, c'est un passage étroit, un piège romain, s'il en fut jamais un, arbres abattus, terre compactée, le genre d'endroit où les légions attendent en silence, polissant leurs sandales et resserrant leurs muscles respectueux de la loi. Et là, dans la clairière, il se tient, Suétone, Paulin, Pomme. Gouverneur romain, destructeur de druides. Manière de sourcils si aiguë qu'ils peuvent couper les traités en deux. Son armée est petite, mais elle se tient comme un mur de jugement et de paperasse, bouclier levé, lance prête, yeux plissés. Il est prêt. Tu es, point pas. Votre armée est énorme, mais désorganisée. La moitié d'entre eux débaye de l'éthique de l'armure de chèvre. L'autre moitié est en pleine dispute pour savoir qui aura le droit de monter dans le char enflammé en premier. Vous convoquez un conseil de guerre. Ce n'est pas prometteur. L'oracle flamboyant dit que les étoiles suggèrent un échec glorieux. Ton oncle fou propose de s'approcher des Romains déguisés en buissons. Votre chèvre vote « Baie ». Tu soupires, puis tu te lèves. Vous prononcez un discours. Vous parlez de vengeance, d'honneur, des feux que tu as allumés et ceux qui brûlent encore à l'intérieur. Tu parles de filles, du passé, de tout ce que Rome a volé. Tu parles jusqu'à ce que ta voix se brise et que tes guerriers se taisent. Puis, vous chargez. C'est le chaos. Les chars tonnent en avant. Les lances volent. Le cœur de la vengeance chante une harmonie si fausse qu'elle fait grimacer les Romains. Pendant un instant, juste un, on dirait que votre nombre écrasant pourrait les submerger. Mais Suétone n'est pas un imbécile. Il te laisse te précipiter dans un entonnoir de malheur. Passage étroit, forêt, derrière, bouclier, Romains devant. Vous êtes piégé par votre propre élan, et les wagons, oh, les chariots, tout ce butin, tous ces souvenirs, toutes ces cuillères décoratives et ces tasses commémoratives, l'arrière-garde s'y heurte, les chevaux s'affolent, les chariots se renversent, le chaos devient calamité. Suétone ordonne l'avance, ses légionnaires avancent comme un couteau dans du pudding, efficace, implacable, dégoûtant de précision. Tu cries, à la retraite, mais où? Les wagons sont en feu. Les chars sont bloqués. Le cœur chante encore. Vous trouvez vos filles, ensanglantées, féroces, encore, en train de se battre. Tu les attrapes, tu cours. Derrière vous, votre rébellion se plie, pas par manque de bravoure, du poids, le poids des dépouilles, de fierté, d'une victoire célébrée trop tôt. Vous ne cessez de courir que lorsque la fumée se dissipe et que les cris ne sont plus que des échos. Tu t'effondres sous un chêne tordu. Vos fils tombent à vos côtés. Aucun de vous ne parle. La rébellion n'est pas morte, mais elle est brisée. Et toi aussi. Pour l'instant. Chapitre 7. La légende qui a refusé de mourir. Vous vous réveillez avec de l'écorce dans les cheveux, du sang séché sur la manche, et une chèvre qui mâche tranquillement votre chaussure. Félicitations, vous avez survécu. Tes filles dorment à côté de toi. L'une murmure des cris de bataille dans son sommeil. L'autre ronfle dans un sac de rouleaux romains volés. Autour de vous, les vestiges de votre armée, autrefois puissante, s'agitent. Les boulangers, les chanteurs, les accumulateurs de butin, et un homme qui semble façonner un casque à partir d'un pot de chambre pour le symbole. Vous vous redressez lentement. Tout fait mal, Yami compris, d'une certaine manière, votre sens du destin. La rébellion n'est pas morte, mais elle a pris un coup assez fort pour faire grimacer les dieux. Tu comptes les têtes, trop de gens manquent, trop de visages familiers disparus, maintenant partis de la terre brûlée.
ou des histoires de fantômes que votre peuple racontera quand il aura besoin de se sentir courageux à nouveau. Mais tu es toujours là. Et si cela signifie quelque chose, quoi que ce soit, c'est que la légende n'est pas terminée. Vous rassemblez vos filles. Vous vous tenez devant votre peuple. Ta voix est rauque, ta fierté ébranlée, mais ta colonne vertébrale, indéfectible. Nous n'avons pas fini, dis-tu. Nous ne sommes pas de la poussière. Nous ne sommes pas une note de bas de page, quelqu'un murmure. Nous sommes définitivement meurtris. Juste, mais quand même, ils se rassemblent, parce que si Boudica, la femme qui a un jour donné un coup de tête à un envoyé romain pour avoir mal prononcé « Iceni », dit que tu n'as pas fini, alors par les ancêtres, tu n'as pas fini. Les jours suivants se brouillent. Vous vous regroupez dans une grotte si humide qu'elle a son propre écosystème. Vous tenez des conseils de guetteurs qui impliquent principalement des cris, des gestes dramatiques et des tentatives pour empêcher l'oracle enflammé de lécher la mousse, pour obtenir des révélations divines. Vous envoyez des espions. Les nouvelles arrivent goutte à goutte, Suétone consolide son pouvoir. Rome tisse le récit. Une rébellion mineure, exagérée, contenue, déjà en train de s'estomper. Votre nom est effacé des rouleaux. Toi, la femme qui a réduit les villes en cendres, la mère du feu, ils veulent te rayer, alors vous faites ce que ferait toute reine rebelle, humiliée, à moitié affamée et animée par la vengeance. Vous rendez l'histoire plus bruyante, votre armée devient un mythe. Vous répandez des rumeurs, que vous avez invoqué des loups géants, que vous chevauchez un char fait de crânes, que vos filles crachent du feu. Rien de tout ça n'est vrai. Sauf peut-être l'histoire du crâne de char. C'est un travail en cours. Tu deviens une histoire de fantôme dans les casernes romaines, un mauvais rêve avec des cheveux roux et une lance. Même les enfants romains commencent à jouer à Boudica et l'incendie, au lieu de gladiateurs tag. Mais Rome n'est rien si ce n'est persistant. Ils offrent des récompenses pour votre capture. Ils font défiler de fausses Boudica dans les villes pour montrer leur triomphe. Ils écrivent même un poème sur ton dernier soupir et le distribuent sur des rouleaux. Vous en interceptez un. Tu le lis. Tu ris tellement fort que tu faillis t'étouffer avec un biscuit d'orge. Alors tu ripostes. Petites incursions, tactiques de guérilla. Juste assez pour leur rappeler que vous existez. Vous n'avez pas besoin d'armée. Vous avez besoin de légendes. Et les légendes, par chance, sont immunisées contre les flèches. Un soir, sous un ciel si rempli d'étoiles qu'on dirait que les dieux ont renversé des paillettes, votre fille demande « Et maintenant ?» Et maintenant, vous regardez vers l'horizon romain. Je ne sais pas, admettez-vous. Mais s'ils veulent le silence, nous leur donnons une chanson. S'ils veulent des cendres, nous leur donnons des souvenirs. S'ils veulent m'oublier, tu souris, toutes dents et vieux feu. Alors je deviendrai inoubliable. On ne gagne pas toutes les guerres par la force. Certaines, vous les gagnez par écho, et Boudica, reine des Icénies, ne disparaît pas. Elle se multiplie dans chaque conte chuchoté, chaque chant de feu de camp, chaque Romain terrifié qui sursaute au crépitement du bois de chauffage. Tu es devenu plus qu'un rebelle. Tu es une rébellion qui marche, et tu n'as pas encore fini. Pas du tout. Chapitre 8. Les cendres parlent plus fort que les mots. Le dernier chapitre commence, comme toutes les grandes histoires, par une odeur mystérieuse. Vous vous réveillez avec l'odeur de terre humide, de fumée, et de ce que vous espérez être de l'orge grillée, et non pas quelqu'un qui essaie de préparer à nouveau un ragoût de vengeance. Votre armée, ou ce qu'il en reste, s'agite comme un ours, fatigué, avec une gueule de bois. L'oracle flamboyant est déjà à l'envers dans une flaque, prétendant avoir découvert
le secret de l'éternité. Spoiler, c'est de la mousse. Tu te lèves, tes os craquent, vos filles s'étirent, la chèvre vous salue. C'est l'heure, plus de raids, plus de chuchotements, plus de jeux de fantômes dans la nuit. Aujourd'hui, la rébellion prend fin ou devient légende. Vous chevauchez à travers les vestiges meurtris de votre peuple. Ils lèvent les yeux, ils voient la femme qui les a conduits à travers le feu. La reine qui a refusé de s'agenouiller. La mère de 2 filles, furieuse, et d'au moins une chanson de guerre accidentelle. Vous prononcez le discours de votre vie. Il n'y a pas de tambour dramatique. Pas de feu d'artifice, juste toi, debout dans la brume, déclarant « Nous avons brûlé des villes, nous avons brûlé des mensonges, et nous avons brûlé l'idée que Rome ne pouvait pas être défiée. Si aujourd'hui est la fin, qu'elle soit inoubliable, les guerriers crient, même les chèvres hochent la tête, vous marchez, non vous avancez, vers le destin, et la trouvent en attente. » Suétone a bien choisi son terrain, étroit, discipliné, une boîte de mort peinte en rouge romain. Ses soldats se tiennent comme des statues d'efficacité satisfaites. Les boucliers scintillent, les lances s'alignent comme un jugement. Vous regardez votre bande de glorieux marginaux. Ce n'est pas une bataille, c'est une chanson. Et toi, tu es sur le point de frapper le refrain. Le combat est une folie, une tempête de cris, d'acier et de pure obstination. Vos filles se battent comme des furies jumelles. Vous brandissez votre lance comme un point final à la fin de l'histoire. La chèvre, d'une manière ou d'une autre, donne un coup de tête à un centurion qui tombe d'une falaise. Ce n'est pas suffisant. La ligne romaine tient un par un. Vos guerriers tombent, les champs s'estompent, les bannières brûlent. Vous vous battez jusqu'à ce que vos bras tremblent, jusqu'à ce que votre voix disparaisse, jusqu'à ce que les dieux doivent sûrement être debout, en train d'applaudir. Mais ça finit. Le champ de bataille se fige, la fumée dérive, et dans ce silence, un seul Romain demande « Est-elle morte ? Est-elle morte ?» Personne ne répond, parce que tu as disparu. Disparu comme un murmure dans les bois. Certains disent que tu es tombé au combat. Certains disent que tu as bu du poison, défiant jusqu'à la fin. D'autres disent que tu chevauches encore, surveillant les landes, lance à la main, attendant que Rome oublie à nouveau. Mais ils ne le font jamais, parce que tu es partout, dans les cendres de Londinium, dans les cauchemars des gouverneurs, dans le feu qui jaillit dans le cœur de chaque rebelle. Boudica, reine, guerrière, mythe. La rébellion n'est pas morte, elle est devenue une histoire. Et les histoires ne s'éteignent jamais. La fin, en quelque sorte,